notamment parce que l'état de siège, bien qu'étant une décision extrême, est l'une de voies, n'est-ce pas, pour arriver à résoudre le problème. Mais il s'est posé un sérieux problème, c'est par rapport à l'analyse qui a conduit à cette grande décision, parce qu'il faut reconnaître, c'est quand même une grande décision, parce que le constituant, tout en sachant qu'il y avait possibilité de recourir à cette disposition, il avait voulu aussi que nous prenions préalablement de mesures d'application, et beaucoup de mesures d'application, d'autant plus que là, on est en train de militariser la province, on est en train de mettre en suspens le fonctionnement classique de l'État, mais tout aussi en tenant compte de la transversalité de questions que l'on va aborder. C'est que sous-entend que nous, personnellement, nous ne sommes pas contre cette approche d'élever cette décision, mais nous nous inquiétons de la légèreté avec laquelle cette grande décision a été prise. Bon, je crois que vous serez peut-être surpris de voir qu'il n'y avait pas que l'article 85 qui donnait la possibilité à décréter ou sinon à proclamer l'état des sièges. Il y avait aussi la nécessité d'avoir une loi. Parce que si vous lisez très bien l'article 85, on a aussi insisté dans le dernier alinéa sur l'importance d'avoir une loi fixant les modalités d'application de cette décision. Cette disposition-là n'a pas été respectée dans l'entièreté. Il y a aussi l'article 144 et 145 qui fixent les modalités au niveau institutionnel pour que nous arrivions effectivement à atteindre cet objectif. L'ordonnance déclarant l'état des sièges, c'est une autre ordonnance qui devait avoir l'assentiment ou l'avis de chef des institutions, mais aussi les ordonnances fixant les mesures d'application spécifiques par rapport à la situation devaient impérativement passer par la Cour constitutionnelle pour voir si effectivement la Constitution n'a pas été violée, pour voir si effectivement ces mesures ne heurtent pas la volonté du peuple qui est cristallisée dans la Constitution. Est-ce que la Cour constitutionnelle a été saisie? C'est que sous-entend que M. Félix Tshisekedi ne peut pas poser des actes sans violer intentionnellement. Non, mais il faut faire attention. L'ordonnance déclarant l'état des sièges doit avoir l'assentiment de chef d'institution. Mais les mesures d'application de cette ordonnance doit impérativement passer par la Cour constitutionnelle. Il y a une urgence, il fallait passer par là. Voilà pourquoi il faut déchirer la Constitution, parce qu'il y a urgence. Si vous ne voulez pas respecter la Constitution sous prétexte qu'il y a urgence, eh bien nous vous disons, vous violez intentionnellement la Constitution. Et d'ailleurs, le constituant ont dit à la Cour constitutionnelle, lorsque vous êtes en face d'une demande de l'état d'urgence ou de l'état des sièges, il faut le traiter en priorité pour justement faciliter à ce que nous entrons dans la phase de la mise en œuvre. Ce qui sous-entend, c'est un faux prétexte de dire qu'il y avait urgence, parce que la Constitution n'a jamais dit que dans cette urgence, il fallait violer la Constitution. Un autre élément, c'est par rapport à l'implication du gouvernement. Vous savez, la question de l'état des sièges, c'est une question transversale, comme nous l'avons dit. Il faut tenir compte de la capacité de riposte de l'État, ce qui sous-entend, il faut voir l'état de finances, il faut voir les états de l'armée et de la police, il faut voir l'état de la justice, il faut voir l'état de l'administration publique. Ce qui sous-entend, devant cette transversalité, il fallait associer impérativement le Conseil des ministres. Voilà pourquoi l'article 144 énonce déjà le principe de l'échange au niveau du Conseil des ministres. Et dans le Conseil des ministres, tous les ministres doivent apporter leur pierre dans l'analyse avant déjà de proclamer. Or, nous savons que ce gouvernement venait à peine d'être investi. La plupart des ministres n'ont jamais touché leur signataire, ne connaissent pas l'état des lieux, et d'ailleurs, il n'y a pas de job description pour le gouvernement. Personne ne connaît ce qu'il doit en réalité faire, et ils étaient soumis à prendre la plus mauvaise bonne décision prise par M. Félix Tshisekedi
et conséquence, ils ont eu à prendre des décisions. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a des chevauchements, il y a des insuffisances, il y a des contradictions, ce qui fait que M. Félix Tshisekedi a nommé le gouverneur militaire, et fort malheureusement, sans que l'ordonnance entre en application, on procède déjà aux permutations. Ce qui sous-entend que la question a été traitée avec autant de légèreté. Comment peut-on prendre une ordonnance avec autant de légèreté et aujourd'hui on se rend compte que la personne qui devait aller à Bunia a été nommée à Goma et la personne qui devait aller à Goma a été nommée à Bunia. Voilà, pour éviter les erreurs, il faut toujours prendre le soin de tamiser, d'analyser en profondeur, d'associer les autres institutions, de voir la faisabilité afin de prendre de bonnes décisions. Lorsqu'on n'est pas capable de prendre une bonne ordonnance de 3 articles, pensez-vous qu'on sera en mesure de concevoir le plan opérationnel et stratégique? Je ne pense pas. Bon, moi je crois que, au-delà des intentionnalités des gens, il y a la capacité de ceux qui prétendent être nos dirigeants. Je ne vois pas M. Félix Tshisekedi faire quelque chose de bien. Justement parce qu'il y aura toujours des gens qui vont l'applaudir, même dans ses dérives de gestion. Nous avons constaté que la question a été traitée avec autant de légèreté. La finalité de cette action, c'est justement pour permettre aux maîtres de pensée d'atteindre leurs objectifs. La plus grande faiblesse, l'identification des acteurs en présence, c'est-à-dire que ceux qui mettent en mal l'insécurité dans l'État. Vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi s'est limité à cibler les islamistes. Et pourtant, derrière cette guerre, il y a la Belgique. Derrière cette guerre, il y a la Grande-Bretagne. Derrière cette guerre, il y a la Suisse. Derrière cette guerre, il y a la France. Derrière cette guerre, il y a les États-Unis. Autant de pays qui sont tirés des ficelles. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a dans une faible mesure le Burundi. Toutes ces entreprises-là, les multinationales, qui se sont installées en Ouganda, au Rwanda, pour essayer, pour profiter de la faiblesse de notre administration et de notre État, en créant des structures de traitement ou d'exploitation de nos ressources, ils profitent de groupes armés pour alimenter leurs industries. Ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas trouver de solutions approximatives ou de solutions palliatives. Il fallait d'abord cibler les acteurs. Il fallait identifier ceux qui sont derrière. Parce que lorsque vous fixez le groupe armé, mais la question que vous devez vous poser, non, M. Félix Tshisekedi est dans le sensationnel. M. Félix Tshisekedi fait des choses justement pour séduire le maître de pensée. C'est ça sa plus grande faiblesse. Nous voulons avoir des solutions durables. Nous sommes en face d'une complicité, d'un complot contre la République. Nous sommes en face d'une stratégie boutiquée par le centre d'intérêt. Et voilà, nous apportons des solutions palliatives. La solution que voudrait apporter M. Félix Tshisekedi apparaît pour moi comme de l'aspirine. Vous êtes en face de maux de tête dus à la malaria. Et fort malheureusement, le mauvais médecin vous prescrit l'aspirine. Vous prenez de l'aspirine pour calmer les ardeurs, pour calmer la douleur, en oubliant que les agents causaux continuent à poser des problèmes. Il faut attaquer les virus, parce que là, nous sommes dans une phase symptomatique, cherchant à résoudre le problème de symptômes, alors que le virus reste profond. Ce qui veut dire que déjà, lorsqu'on n'arrive pas à intérioriser, à comprendre, à cerner le vrai enjeu, eh bien, nous ne pouvons pas espérer. Si on avait un président qui a la capacité ou sinon la capacité à résoudre le problème, la moindre chose, il devait commencer par le respect de la procédure. Et ce qui est surprenant, parmi ceux qui ont bénéficié de cette largesse, de cette ordonnance que je qualifie de médicale, justement parce que je ne vois pas ce que ça pourra apporter, ce sont des gens qui ont participé dans des tueries, des gens qui ont participé dans l'instabilisation de cette partie. Non mais attendez, la plupart d'entre eux ont été membres de groupes armés, ce qui veut dire que tout le monde sait que ce sont des membres de groupes armés qui vont mener des opérations, des gens qui ont le sang de Congolais entre leurs mains, et au finish, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura rien. Un autre problème, c'est par rapport à l'organisation de ces opérations. On a nommé le gouverneur et le gouverneur adjoint. Et la suite, c'est quoi?
quels sont les passerelles de collaboration qui ont été fixés dans ces fameuses ordonnances fixant les mesures d'application? Quelles sont les passerelles de collaboration entre les entités territoriales décentralisées et déconcentrées et ce gouverneur? Ce qui veut dire qu'il y a un problème, surtout en ce qui concerne la chaîne de dépenses. D'après la loi des finances, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui l'abroge. Il faut qu'il y ait contre-signe ou contre-saint du vice-ministre en charge, du ministre des Finances provincial en charge des finances. Le ministre provincial en charge des finances doit signer, parce que c'est lui qui est l'ordonnanceur en chef. Il doit contre-signer avec le gouverneur. Aujourd'hui, le gouvernement provincial tombe. Qui va contre-signer? Qui va prendre des décisions sur la mobilisation? Est-ce le gouverneur ou le ministre provincial?